Monsieur Farhad Khosrow-Kavar, bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va s'entretenir avec vous sur des questions de discrimination, de radicalisation identitaire des musulmans en France. Peut-être juste pour vous présenter, vous êtes chercheur à la retraite, mais toujours actif. Vous avez été directeur de l'Observatoire des radicalisations à la Maison des sciences de l'homme à Paris, et vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages. On reviendra sur l'ouvrage qui a été dirigé par Manuel Boucher, qui vient de paraître Radicalité identitaire, la démocratie face à la radicalisation islamiste, indigéniste et nationaliste, et la question du lien entre la question sociale, le djihadisme, les discriminations, la radicalisation qui frappe les musulmans dans les quartiers populaires au niveau européen. Alors, dans un premier temps, peut-être juste une question très, très claire. Quel est le lien, selon vous, entre les discriminations subies par les jeunes hommes dans les quartiers dits populaires et l'engagement djihadiste? Est-ce qu'il y a un lien sur cette question? Il faut bien comprendre que l'immense majorité des jeunes qui sont devenus djihadistes et qui sont partis en Syrie provenaient de ce qu'on pourrait appeler les quartiers déshérités. Que ce soit en France ou que ce soit dans de nombreux autres pays européens. Il y a une petite minorité qui était de classe moyenne et dont l'histoire de la radicalisation est de nature différente, sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici. Par contre, dans un livre qui s'appelle Le nouveau djihad en Occident, qui est apparu chez Robert Laffont en 2018, je le développe en long et en large. Alors, les jeunes qui sont partis et qui sont des banlieues en France, les poor districts en Angleterre, ce sont des gens qui ont, je veux dire, plusieurs années de séjour en France. Souvent, ils sont nés en France, de même que leurs équivalents sont nés en Angleterre ou en Allemagne, en Belgique, en Hollande, ou dans d'autres pays européens. Bref, on est dans un cadre où il y a une citoyenneté de juré, mais pas de facto. Je veux dire, ils sont citoyens, ce qu'on appelle les Français sur le papier. L'expression existe exactement en allemand et dans d'autres langues européennes. C'est-à-dire qu'ils sont juridiquement, abstraitement, citoyens. Ce que certains identitaires appellent des Français de branche et pas de souche. Mais ils sont des Français à qui on dénie dans la vie quotidienne cette citoyenneté qui leur est reconnue légalement. On le voit très bien aussi chez des jeunes d'origine pakistanaise ou bangladaise, par exemple, en Angleterre. Il ne s'agit pas d'un phénomène uniquement ou exclusivement français. C'est un phénomène européen. Et donc, il y a un vrai problème de reconnaissance, en quelque sorte, de citoyenneté. Je vous donne quelques exemples, on le sait bien. D'ailleurs, il y a plusieurs travaux sociologiques qui sont faits en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Si vous vous appelez Mohamed, dans pratiquement tous les pays européens, eh ben, votre chance d'avoir accès au même type de travail qu'un Robert est divisé par 3, 4, voire 5. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de jeunes d'origine immigrés musulmans en France ou dans d'autres pays européens et qui n'ont pas de travail équivalent à leur diplôme. De même, si vous êtes un noir, par exemple, il y a une enquête qui s'est faite en Angleterre, mais qui pourrait très bien être aussi en France, où on voit bien que si on est un black en Angleterre, eh ben, vous êtes 6 fois plus soumis à un contrôle d'identité que si vous êtes un blanc. Ou si vous êtes un gris, comme on dit en France, par rapport à un blanc, vos chances d'être soumises à un contrôle est quand même sont beaucoup plus élevées. Ça, je crois que c'est un constat quotidien, banal, que de nombreux sociologues peuvent confirmer. Confirmé par Jacques Toubon dans le rapport Défenseur des droits, il n'y a pas très longtemps. Et puis par beaucoup de travaux sociologiques récents. Je veux dire, d'un autre côté, il faut reconnaître aussi qu'il y a une tendance inverse. Ça veut dire que, aux alentours de 20 à 30% de musulmans
dans les pays européens, et là aussi c'est un peu partout en Europe, disent, un peu par rodomontade, un peu par esprit de provocation, qu'entre le Coran et les lois de la République, ils choisiraient le Coran. Mais il y a 70% ou 80% qui ne se prononcent pas de cette façon. Ouais. Donc l'écrasante majorité ne le font pas, mais il y a une minorité relativement significative qui le font. Et donc c'est un cercle vicieux. D'un côté, on leur dénie la citoyenneté, de l'autre, ils en viennent par une sorte de réaction à ce déni de citoyenneté, à dénier à la société la légitimité globale. Et ce déni de légitimité peut aller jusqu'à la violence par le biais du djihadisme. Je veux dire, il y a cette espèce de cercle vicieux qu'il faut comprendre dans sa dualité. On ne peut pas comprendre l'un sans le mettre face à l'autre. Et par conséquent, moi je crois qu'il faut sortir de ce cercle vicieux, et pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait qu'il y ait une sorte de reconnaissance des citoyens musulmans comme étant des citoyens à part entière, et sans qu'il y ait un référent crypto-colonial à leur passé. Ce n'est pas facile, pas seulement en France, mais un peu partout. Je veux dire, en Europe, encore une fois, il serait faux de penser que la France est sur ce plan singulier par rapport à d'autres pays européens. La France ne se singularise pas sur ce plan. C'est un phénomène européen. Et donc, il faudrait vraisemblablement que l'Europe se mobilise pour non seulement l'intégration des musulmans, mais la reconnaissance des musulmans. Et de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait un effort de dialogue entre les musulmans et les Européens, et en particulier la France, pour que les Français musulmans soient traités comme des Français tout court. Et cela, on en est encore très loin. Et par conséquent, l'une des dimensions fondamentales du djihadisme réside dans ce sentiment d'humiliation profonde, de discrimination, de disqualification, de stigmatisation, de discrimination, de déni de dignité qu'ils ressentent constamment dans leur rapport avec la société globale. Il ne s'agit même pas d'État, il ne s'agit pas seulement de la police, il ne s'agit pas seulement de ceux qui portent l'uniforme, mais il s'agit de la société comme telle. Combien de fois j'ai entendu dire des jeunes dans mes entretiens qu'on les traitait comme des insectes. Et par conséquent, il y a un vrai problème à ce sujet qui va très au-delà de ce qu'on pourrait appeler la question économique dans les banlieues. Dans un travail récent publié par Charles-Yves Zarka, La France en récit, j'essaie de développer cela dans les classes moyennes musulmanes qui ressentent une profonde aliénation vis-à-vis d'une société où ils sont économiquement intégrés, où ils paient leurs impôts, ils paient tout ce qu'il faut pour être reconnus comme un citoyen à part entière, et où ils pensent qu'ils ne sont pas traités à égalité avec les autres citoyens. Par conséquent, il y a un vrai problème de reconnaissance au sens presque hegelien du terme au sujet des musulmans et de la manière dont les sociétés européennes les traitent. Et la réponse à ça, c'est quoi de la part de ces citoyens de confession musulmane? C'est l'alternative. Alors là, on parlait des gens qui quittent la France pour des théâtres de guerre, pour se retrouver dans un rêve, mais qui devient vite un cauchemar, comme vous disiez. Mais c'est quoi l'alternative? L'alternative, d'abord, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas la construire à court terme. C'est un problème de long terme, c'est-à-dire sur les 20 années à venir. Et moi, je crois que, par exemple, pour ce qui est des banlieues en France, puisqu'il s'agit d'un sujet épineux, qui a des dimensions économiques, culturelles, religieuses, identitaires extrêmement profonds, le plan Borloo était un premier pas qu'il aurait fallu franchir. Or, on l'a refusé, soi-disant parce que l'État serait impécunieux, alors qu'en fait... Là, les milliards pleuvent, là. Le problème essentiel, c'est que quand il y a le djihadisme, quand il y a la radicalisation, cela coûte extrêmement cher à la société, beaucoup plus. Et par conséquent, il faut mettre fin à cette forme de stigmatisation qui est liée aussi à la non-mixité sociale. J'ai des quartiers sur lesquels j'ai travaillé
où le taux des musulmans est aux alentours de 90%. Or, les musulmans dans ce pays sont entre 6 et 8%, et encore... C'est subi, ça. C'est subi. Et non seulement ça, mais doublé de l'exclusion économique. Donc, concentration dans des ghettos, comme l'appelle la Péronie, par exemple, concentration dans des ghettos et sentiment d'être rejeté par les autres. Il faudrait mettre fin à cette non-mixité sociale. Or, cela ne peut se faire que s'il y a, en un sens, la remise en cause de ce modèle. Il y a un modèle société banlieue qui pose vraiment un problème en France et qui pose un problème peut-être moins virulent dans d'autres sociétés européennes, au sens des quartiers pauvres, par exemple, dans beaucoup de pays comment européens. on fait pour casser ces ghettos de pauvres? Quand on voit les ghettos de riches, c'est une question de logement social, c'est une question de redistribution des biens, c'est une question d'urbanisme. D'abord, pour commencer, il faudrait qu'il y ait une insertion de nature différente des musulmans dans la société. Une formation, une éducation qui fasse que le niveau augmente. Dans les quartiers pauvres, les classes populaires, on sait très bien que le niveau est très bas, qu'il y a vraiment des gens qui sortent de l'institution scolaire à 14 ans, à 15 ans, qui ne sont pas dedans. Ensuite, il y a un rapport à la société qui se conflictualise très rapidement. L'économie informelle, la déviance, et tout ça, c'est lié à ces quartiers-là. Il faut casser ce modèle-là. Ce n'est pas en un jour qu'on peut le faire, mais en 20 ans, c'est possible. Ou du moins d'en atténuer, en quelque sorte, la virulence en essayant de faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale beaucoup plus importante. Je crois que la non-mixité et le sentiment de stigmatisation, de rejet, d'exclusion sont extrêmement forts et bon nombre de sociologues en conviendraient. Je veux dire. Donc il y a une dimension sociale. Mais par contre, dans les classes moyennes, il y a un autre problème qui se pose, et c'est le problème de l'anomie, le problème d'une société sans utopie, sans âme, et qui n'a vraiment rien à proposer, si ce n'est l'enrichissement individuel, la consommation, bref, des formes d'existence qui sont pas de nature à éveiller la noblesse d'esprit chez les gens. Je vous donne un exemple. Il y a eu vraisemblablement 20%, on sait bien qu'il y a eu quand même aux alentours de 20% de convertis en moyenne dans les sociétés européennes parmi ceux qui sont partis. Eh bien, ces convertis-là ne sont pas des musulmans d'origine. Ce sont des gens, donc, et souvent, ils sont d'ailleurs des musulmans qui sont de petite classe moyenne. S'ils se sont convertis à l'islam radical, cela signifie qu'il y a quand même un vide dans la société. Et donc, un vide de sens. Un vide de sens, un vide lié à la vocation noble des individus, un vide lié à l'absence d'utopie. Jusque dans les années 1980, en Europe, on avait le socialisme, le communisme, le républicanisme qui était porteur de sens. Or, tout cela a disparu et au lieu de cela, nous avons des sociétés vraiment, je dirais, sans utopie. Et par conséquent, le problème du djihadisme, du moins pour ce qui est des classes moyennes, se double d'une crise de civilisation européenne. Moi, je crois qu'il faut aussi se pencher sur cela. Il y a une crise dans ces sociétés qui n'est pas aussi grave que la crise des années 1920-1930 qui ont abouti, on sait très bien, au fascisme, au nazisme, vraiment au totalitarisme, mais il y a une crise qui fait que les sociétés européennes souffrent d'absence d'idéal, d'absence de sens commun d'existence, de partage de sens, d'utopie, et donc de projection de soi dans un horizon d'espérance conjugué au futur. Je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il faut bien souligner, et le djihadisme est un bon syndrome de ce manque de sens, de ce manque de vivre ensemble, doté de sens. On peut distinguer le djihadisme à un retour au religieux ou à la pratique, parce que c'est un retour à un religieux surrépressif. Et c'est un retour... C'est-à-dire plus il y a la coercition,
et plus cela est ressenti comme étant porteur de sens. C'est lieu, si vous voulez, c'est exactement l'inverse de mai 68. Mai 68, c'était antipatriarcal, alors que le djihadisme est fondé sur une vision néopatriarcale de la famille. C'est parce que la famille est en crise, la famille recomposée, la famille qui est vraiment dépourvue d'autorité au sein d'une institution où il y a démultiplication des figures de père et de mère, si vous voulez, mère adoptive, mère par procuration, mère biologique, ainsi que le père. Bref, on est dans un cadre de crise généralisée de la famille des classes moyennes, pour ce qui est des jeunes de classe moyenne qui ont adhéré au djihadisme, qui doit être traité. Il ne s'agit absolument pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de dire qu'il faut revenir à la famille patriarcale, mais l'attrait de ce modèle néopatriarcal de la famille chez les jeunes femmes et hommes qui sont partis en Syrie, les femmes ont constitué quand même quelque chose comme 17% des hommes. C'était énorme. Vous voyez, sur les 6 000 qui ont réussi à partir, parce qu'il y en avait plusieurs milliers d'autres qui n'ont pas réussi, parce qu'on a mis le haut là, surtout ce qu'on appelle le téléphone vert en France, les hotspots, je ne sais pas moi comment on s'appelait en anglais, je le cite dans le livre. Bref, on a arrêté, heureusement, leur départ. Mais il y a eu quand même plusieurs milliers qui avaient cette idée en tête, cette utopie en tête. Et par conséquent, moi je crois que la crise de la famille aussi rejoint ce phénomène de ce qu'on pourrait appeler la crise des banlieues, la crise, ce que j'ai appelé l'urbain djihadogène. Et à cela s'ajoutait une autre crise, c'était, si vous voulez, la crise des classes moyennes qui s'appauvrissaient. Il ne faut pas oublier qu'en 2014-2015, Daesh, le soi-disant État islamique, proposait non seulement un univers de sens, une utopie, le néo-califat, mais aussi une promotion sociale pour beaucoup de jeunes qui étaient dans un état d'insécurité économique. Un logement gratuit, des allocations. Non seulement logement gratuit, mais de grands appartements qui avaient été délaissés par les familles de classe moyenne syrienne qui étaient parties. En même temps, les 4x4, 400... vraie société de consommation. C'était une vraie société d'abondance rêvée, même si cela n'a pas duré longtemps. Mais Daesh proposait cela. Et puis surtout dans ces vidéoséquences, des milliers de vidéoséquences, il appelait les jeunes filles, garçons. Et en cela, la propagande européenne, la contre-propagande européenne a été vraiment, dirais-je, rudimentaire par rapport à Daesh. Daesh a inventé une forme de propagande par l'Internet qui a innové profondément, de manière perverse, mais innové profondément. Avec des moyens techniques exceptionnels, avec des réalisations vidéo incroyables. Surtout par des Européens, des jeunes Européens qui étaient partis là-bas et qui ont fait, par exemple, il y en avait un qui disait aux jeunes filles viens ici parce que tu le vaux bien. C'était le slogan de L'Oréal. Et donc, une pluralité... Marketing en plus. Marketing énorme. Des mensonges aussi, mais qu'il enveloppait dans un tissu de rêve qui les rendait très attrayantes aux jeunes femmes et aux jeunes garçons. J'ai vu, moi, une vidéo qui m'a marqué de la propagande de Daesh en utilisant la figure de l'abbé Pierre pour venir en aide aux enfants. Mais oui. C'est terrible quand même. Mais oui, d'utiliser une manipulation profonde, mais qui vraiment a marché. Atteignait. Mais oui. Ça a marché et beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons ont voulu partir. D'ailleurs, ça aussi, c'est une innovation majeure de Daesh en Europe et en Occident. Jamais en Europe, on n'avait eu des adolescents partir entre 12 et 17-18 ans. Il y en a beaucoup qui sont partis vers 15 ans, 16 ans, femmes, jeunes filles ou jeunes garçons. Et là, c'était une innovation aussi perverse de Daesh qui arrivait à les attirer. Pourquoi ? Il faut évidemment... Via les réseaux sociaux ? Via les réseaux sociaux, via quelquefois des copains ou des copines qui étaient partis et qui leur envoyaient des emails pour les attirer. Bref, une compétition, une imitation, vous voyez, parmi les jeunes. Donc, tous ces mécanismes ont été mis en branle par Daesh. Et sur ce plan, il y a eu une innovation majeure, et encore une fois, une manipulation perverse, mais qui a marché pendant plusieurs années. Et par conséquent, il faudrait aussi
s'armer contre ce type d'utopie répressive qu'on appelle dystopie dans notre jargon, et qu'il faut bien comprendre dans sa logique chez ces jeunes filles qui souvent, d'ailleurs, en avaient assez de l'autorité de la mère. Il y avait un contre-féminisme chez ces jeunes filles qui était extraordinaire. Par exemple, elle disait « Mon corps est à moi ». Et elle voulait être enceinte à l'âge de 14-15 ans, alors que leur mère, féministe, avait décidé de n'être enceinte qu'à partir de la trentaine. Vous voyez l'inversion. De même, à une logique de faites l'amour, pas la guerre, ils ont substitué faites la guerre. La guerre, le côté polémique au sens de polémos, était fondamental. Donc Daesh a construit une sorte de contre-utopie et qui a eu une influence énorme sur cette jeunesse. On n'a pas fini de l'étudier, en fait. À mon sens, il faut se pencher sur ces dimensions-là, anthropologiques, psychologiques, mentales plus généralement, qui ont eu une influence énorme sur ces jeunes qui ne connaissaient strictement rien de Daesh. D'ailleurs, chez les adolescents, la dimension idéologique ou religieuse était insignifiante. Très légère, même une connaissance très approximative des textes. Exactement, il n'en avait même pas. Il y en avait beaucoup qui se convertissaient en l'espace de quelques semaines. Vous voyez ? La quête d'un amour, l'exotisme, le romantisme, le fait qu'on allait ailleurs, bon bref, toutes ces dimensions-là se mêlaient à ce discours pervers de Daesh, et la conséquence en a été quand même que beaucoup sont partis là-bas. Ils ont été malheureux après quelques mois, mais c'était irréversible pour la plupart d'entre eux. Et par conséquent, cette crise de la société européenne, il faut la comprendre, et surtout cette absence d'alternative dans la riposte à ce qu'on pourrait appeler la propagande de Daesh. La propagande de Daesh a été vraiment le côté très fort de ce soi-disant gouvernement islamique et le talon d'Achille de l'Europe. Est-ce qu'on peut distinguer ceux qui sont partis avant les attentats et après ? Les attentats de 2015, vous voulez dire ? C'est-à-dire, c'est à partir de 2013 que Daesh se constitue progressivement avant de devenir l'État islamique en fin juin 2014. Et c'est à partir de là qu'on voit bien qu'il y a cette vague. Il y avait d'ailleurs une dimension chez les classes moyennes qu'on pourrait qualifier d'humanitaire. Voir beaucoup. En détresse cette société musulmane, la Syrie, souffrir dans sa chair, alors que l'Europe et plus généralement l'Occident ne faisaient pas grand-chose, c'était insupportable. Et il y a eu aussi la transformation de cet humanitaire en une forme de violence qui a eu d'ailleurs un passé récent en Europe. Si dans les années 1990, à Roubaix, la bande Roubaix a commencé par être humanitaire, et ensuite ça s'est transformé en djihadisme. Revenu de Bosnie-Herzégovine. Exactement. Et par conséquent, ce sentiment que l'humanitaire non violent est dans l'incapacité d'apporter une solution aux maux dont souffrent ces sociétés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu le recours à la violence chez une partie de ces jeunes de classe moyenne. C'est-à-dire la motivation était totalement différente de celle des jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue, c'était la haine de la société liée au sentiment qu'on n'avait pas sa place en France ou en Allemagne. Pas bienvenu, et pas de sentiment d'appartenance, pas d'attache. Exactement, pas seulement l'absence de sentiment d'appartenance, mais le sentiment de désappartenance, de rejet. Donc ça, c'est un échec, entre guillemets, d'intégration de dans notre l'Europe société, et en particulier de en nos France. écoles, de notre République. Mais oui, et c'est cet échec dont il faut prendre conscience et surtout apporter une solution qui ne soit pas uniquement répressive. Si vous faites une loi supplémentaire en termes de répression au nom du séparatisme, vous ne changerez pas fondamentalement la situation. Par contre, si vous mettez un super plan Borloo, un plan Marshall, disons-nous. Un plan Marshall, si vous voulez, pour les quartiers pauvres en Europe, et en particulier les banlieues en France, je crois que dans 20 ans, on en verra les conséquences positives. C'est-à-dire, on transformera les musulmans en italiens ou en polonais, modèle français, qui s'intégreront tout en gardant un minimum de particularisme, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas dans certains endroits ? Si, mais comme ce n'est pas reconnu, cela crée de la souffrance supplémentaire.
Je veux dire, on a actuellement en France, à mon avis, une partie importante de la population d'origine musulmane qui sont sécularisés. Globalement, oui. Et qui sont sécularisés, mais qui ne sont pas reconnus dans leur sécularisation. Alors, ce qu'ils font, c'est souvent de se faire oublier. Par exemple, si quelqu'un réussit, qui est d'origine banlieusarde, musulman, etc., réussit, la première chose qu'il fera, c'est de partir et de se faire oublier. De partir de là où il est. Non seulement de partir de là où il est, mais de se faire oublier comme quelqu'un qui a réussi. Parce que c'est la seule façon pour lui de mettre fin en partie à ce traumatisme d'être constamment entre deux et surtout de se faire rappeler constamment qu'il est d'origine immigrée. C'est pour cette raison que la solution doit être d'une part économique pour les jeunes de banlieue, mais aussi culturelle et anthropologique pour la société. C'est-à-dire apprendre à ce que l'on accepte le particularisme timide des musulmans, tout en les appelant à faire preuve de citoyenneté face à une société responsable. Or, ce n'est pas le cas. On est dans des sociétés où on a constamment bâti l'identité collective et dominante sur la suspicion des musulmans. Et bien justement, c'est une très bonne transition. Quand on a des Français de confession musulmane engagés, par exemple, dans la vie politique, on les soupçonne de communautarisme, de séparatisme. Ils peuvent avoir des croyances et des valeurs liées à leur religion, ce qui ne fait pas d'eux des citoyens plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? À ce climat de suspicion tout le temps de disqualification, à renvoyer à son origine, à son pays d'origine, à sa culture, à sa religion, alors qu'on a affaire à des citoyens pleinement engagés. Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension liée à la société. Il faudra qu'il y ait une prise de conscience critique de la société dans la manière dont elle traite les musulmans. De manière injuste. D'un point de vue politique, d'un point de vue social, politique, anthropologique, psychologique, bref, dans la vie quotidienne des uns et des autres. Mais il y a aussi une part, je veux dire, qui incombe aux musulmans. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération d'intellectuels musulmans qui arrivent à expliquer le problème de citoyenneté non seulement aux musulmans, mais aussi aux autres Français, afin de rendre possible l'accès à la citoyenneté. Je veux dire, cette génération d'intellectuels musulmans, jusqu'à présent, n'a pas existé ou a été marginale. Il faut que cette génération arrive à faire la médiation entre la société et la minorité musulmane, qui, encore une fois, dans une grande mesure, je sais pas moi, plus de 70% d'entre les musulmans relèvent quand même d'une problématique de la sécularisation. Il faut qu'il y ait cette espèce de médiation. Or, cette médiation tarde à venir. J'espère que dans les 10 années à venir, cette génération d'intellectuels pourra remplir cette tâche et en même temps qu'il y ait un sursaut de la part de la société à reconnaître les musulmans dans leur dignité et à ne pas constamment les soupçonner d'être des citoyens qui veulent pervertir la société, qui veulent pervertir la cinquième colonne, ou des citoyens qui veulent pervertir la République ou la laïcité au nom d'idéaux en un sens extrêmement dangereux dont on ne connaît même pas. Il y a quelque chose de l'ordre du complotisme parfois derrière ces idées-là. Il y a quelque chose de l'ordre du complotisme. Il y a une cinquième colonne, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un complot contre la République. On entend parfois ça dans la bouche de certains hommes politiques ou de certaines figures médiatiques. Il y a l'instrumentalisation de cette méfiance vis-à-vis des musulmans par certains hommes politiques ou certaines femmes politiques en vue de se faire élire par une société qui est maintenant craintive de l'islam. À partir d'ailleurs... Ça fait 30 ans ou 40 ans que ça dure. Là. Ça dure depuis 30-40 ans, mais ça s'est exacerbé à partir quand même des attentats de 2015, qui ont fait quand même plusieurs centaines de morts. Il faut bien comprendre qu'une société ne peut pas rester insensible à cette dimension-là. Évidemment, ceux qui ont tué les citoyens, parmi lesquels il y avait des musulmans aussi, bien sûr. Surtout le 13 novembre 2015, eh ben, ceux-là ils sont venus souvent de la Belgique, enfin, c'était des
il y en avait quelques-uns qui étaient d'origine française, c'est-à-dire qui avaient la nationalité française, mais ils sont venus et ils ont commis ces attentats parce qu'il était lié à l'État islamique en Syrie et en Irak, et ils ont fait un méfait énorme contre les musulmans. Je veux dire, les musulmans souffrent à chaque fois qu'il y a un attentat au nom du djihadisme en France ou ailleurs, parce que précisément ils deviennent la cible des préjugés sociaux, des stéréotypes. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait qu'il y ait des intellectuels qui puissent, en un sens, expliciter aux autres le contenu mental de la vie des musulmans, leur subjectivité, et on est encore très loin du compte. Et quand c'est entretenu par une certaine élite politique, une certaine élite médiatique, cette forme d'islamophobie rampante, savante, intellectuelle, qui est une réalité franco-française, j'allais dire, mais aussi européenne, face à ce rouleau compresseur, je veux dire, le match n'est pas... égal. Oui. Bien sûr. Mais vous savez, le match n'est jamais égal dans la société. C'est très rare d'avoir un match égal. Mais on peut convaincre les gens de la légitimité de son point de vue, encore une fois, avec des penseurs, des intellectuels, des théologiens, des médiateurs qui arrivent à mettre fin à cette espèce de malentendu, d'incompréhension mutuelle entre la société et une partie des musulmans dans ce pays. Il ne faut pas oublier que, évidemment, on est face à une société qui a des préjugés et des stéréotypes contre les musulmans, mais il y a une petite partie des musulmans aussi qui contribuent à amplifier ces préjugés du fait même de leur conduite au quotidien. Leur agressivité, leur façon de se comporter, leur manière de rejeter toute forme de dialogue, ça existe. Bien sûr. Et donc, il faut bien comprendre que la fonction médiatrice de ces intellectuels que j'appelle de mes voeux devrait être précisément de montrer que la majeure partie des musulmans de ce pays ne souscrivent pas à cette vision en termes de rejet de l'autre chez les extrémistes qui se réclament d'une version radicale de l'islam. Peut-être un autre terrain de lieu de radicalisation, les prisons. Vous avez écrit un ouvrage, L'islam en prison, il y a quelques années. C'est aussi un lieu où il y a un certain nombre de détenus de confession musulmane beaucoup plus importante. Et là, vous nous direz peut-être pourquoi il y a une surpopulation carcérale de confession musulmane. Il y a des explications sociologiques, sans entrer dans les excuses sociologiques, comme dirait l'autre. Mais c'est aussi, on dit, un lieu de recrutement, un lieu de radicalisation, un lieu où la pensée djihadiste, entre guillemets, se développe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Vous savez, la prison est un peu partout en Europe et même en Occident l'un des hauts lieux du développement du djihadisme. C'est confirmé. Partout en Europe, vous avez ça. D'ailleurs, partout en Europe aussi, vous avez un taux beaucoup plus élevé de musulmans incarcérés par rapport à leur proportion dans la société. En Angleterre, où on a des statistiques, il y a 3 fois plus. Il y a 3 fois plus, et là, on a des statistiques rigoureuses. En France, on n'en a pas. Moi, je pense que la moitié des détenus en France sont plus vraisemblablement des jeunes d'origine banlieusarde et dont la religion et l'islam, ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent. Une bonne partie ne pratique pas. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas les rudiments de la religion d'Allah. Et par conséquent, ce phénomène n'est pas franco-français. C'est un phénomène européen. Et cela se retrouve en Allemagne, au Danemark, en Hollande, en Espagne, enfin bon... en Belgique, en Belgique, enfin vraiment en Angleterre, c'est un phénomène européen aussi. Et donc il faudrait vraisemblablement une politique européenne à ce sujet, pas seulement française. Si on veut résoudre le problème, il faut qu'il y ait une loi européenne qui prenne en charge cette dimension. Alors, par ailleurs, les prisons, si vous voulez, sont des lieux où, surtout en France,
Et ça, c'est indigne de la France parce que la France est en Europe dans une position vraiment subalterne au sujet des conditions de détention. De détention et des conditions carcérales comme telles. Je veux dire, il y a des prisons où les conditions de vie sont inhumaines. Par exemple, on a des prisons où il y a 3 individus dans une cellule de 9 mètres carrés. Malgré le fait qu'avec coronavirus, on a quand même libéré sous condition ceux qui étaient en fin de détention, période de détention, il n'en demeure pas moins qu'il y a une surpopulation carcérale importante, surtout dans les maisons d'arrêt. Les maisons centrales sont différentes parce que, précisément, on a peur. Si quelqu'un est condamné à 20 ans de prison, il risque de tout casser si on ne lui donne pas la possibilité d'avoir une vie plus ou moins décente en prison. Ce qui est le cas d'ailleurs. Ils ont souvent leurs cellules, ils ont leur liberté, etc. C'est les maisons d'arrêt qui posent problème en France. Et dans ces maisons d'arrêt, on voit très bien le développement de ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de radicalisation liés aux conditions inhumaines d'incarcération. Et à part cela, vous savez, quand vous êtes dans ces prisons, c'est facile d'incriminer la société, puisque vous êtes dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a la déviance dans les banlieues, qui se termine par l'incarcération, souvent, et là, on incrimine la société beaucoup plus aisément, parce qu'on a le sentiment que, de toutes les façons, on ne s'occupe pas de vous, si ce n'est sous une forme répressive. On voit très bien, d'ailleurs, comment les prisons, un peu partout en Europe, sont des lieux privilégiés de radicalisation. Il n'y a pas que les prisons seules. Il y a aussi, par exemple, en Angleterre, il y a eu un peu à l'université, à l'école. En France, il y en a eu moins. Il y a aussi une spécificité de chaque pays européen face à d'autres institutions. Mais la prison, c'est un peu le dénominateur commun, un peu partout en Europe, pour ce qui est de la radicalisation. Et il faudrait rendre plus humain les conditions et surtout donner aussi la faculté aux uns et aux autres de pratiquer leur religion de manière décente, ce qui est encore loin d'être le cas. En France, moi, quand j'avais fait le livre en 2004 sur l'islam en prison, il y avait une 60aine d'imams. Aumônier. D'aumônier, ce qu'on appelle ministre de culte. Enfin, bon. Maintenant, il y en a 3 fois plus, mais c'est encore très loin du compte. Il faudrait qu'il y ait vraisemblablement le triple de ce nombre pour que l'on puisse s'occuper des musulmans. Si vous avez un musulman qui en a marre et qu'un autre radicalisé lui dise l'islam c'est ça, souvent inculte le premier musulman, risque de se laisser endoctriner par lui. Par contre, s'il y a un imam qui s'en occupe, il peut lui expliquer en quoi l'islam ne se réduit pas à cette espèce de vademecum djihadiste. Vous voyez ? Et donc, il y a aussi cette dimension-là qui, dans les prisons françaises, laisse à désirer. On a fait un effort, indubitablement méritoire dans ce sens, mais on est très loin du compte. Et peut-être une dernière question pour conclure. Alors c'est une définition. Vous connaissez certainement la polémique qu'il y a eu entre Olivier Roy et Gilles Kepel entre la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité. Vous vous situez où, vous, entre l'islamisation de la radicalité ? Moi, je crois que cette dichotomie est simpliste. Il y a un débat. Non, mais il y en a qui disent c'est l'un ou l'autre, le jour ou la nuit. C'est pas seulement ça peut être les deux, ça c'est les deux. Je vous explique. Moi, j'ai eu plusieurs cas concrets, empiriques, que j'ai analysés dans ce livre sur le nouveau djihad en Occident, où on voit très bien l'individu commence par l'islamisation de la radicalité et finit par la radicalisation de l'islam. C'est une trajectoire. Et Qui peut aller dans les deux sens. Mais oui. Et on a, par exemple, des cas de la radicalisation de l'islam, par exemple, en Norvège. On a beaucoup de cas de cette nature dans différents pays européens. Croire que le réel, dans sa complexité, se réduit à cette espèce de dichotomie simpliste me paraît vraiment procéder d'une supercherie.
En fait, il y a une C'est troisième les voie. deux. Mais la troisième voie, c'est qu'on commence souvent par l'un et on finit par l'autre. Il faut donc savoir que cette trajectoire est une trajectoire dialectique et qu'il n'y a pas comme une sorte de commencement absolu de tout le monde et fin absolue de tout le monde. Il y a vraiment une trajectoire sinueuse qui passe par l'un et par l'autre, et souvent dans un rapport qui est un rapport, si vous voulez, d'entremêlement. Et je trouve que ça montre ô combien on est vraiment dans une forme de vision journalistique de la réalité. Quand on analyse concrètement le djihadisme, on se rend bien compte que cette dichotomie n'a pas lieu d'être et qu'on est dans une sorte de va-et-vient entre les deux. Il ne s'agit absolument pas de dire que c'est une radicalisation de l'islam, donc c'est de l'islam, où il n'y a que l'islam en fait qui se radicalise, donc il faut réprimer les musulmans. C'est un peu la thèse, peut-être un peu poussée au bout de ses conséquences d'un Keppel ou d'un Rogier. Mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est l'islamisation de la radicalité. L'islam joue dans une version qui est, en un sens, condamnée par l'écrasante majorité des musulmans dans le monde, mais qui se réclame aussi d'une légitimité. Et par conséquent, c'est les deux. Et c'est finalement la trajectoire sinueuse des individus qui passent de l'un à l'autre et qui reviennent aussi vers l'autre, qui est la problématique des sciences sociales par excellence. Et cette vision manichéenne, à mon avis, occulte la complexité du réel, beaucoup plus qu'il ne jette une lumière crue sur ce phénomène qui, de loin, surpasse en complexité ces dichotomies rudimentaires et, dirais-je, puériles. Les conflits ou j'allais dire les questions internationales jouent un rôle considérable dans ce débat de la radicalisation au vu de ce qui se passe. Alors là, c'était la Syrie, mais il y a quelque temps, c'était l'Irak. Avant l'Irak, on a eu aussi la question palestinienne qui a posé aussi cette question-là. Il y a eu la violence en Algérie pendant un certain nombre d'années. Puis il y a aussi toute l'histoire coloniale. Est-ce que les relations internationales ou le traitement de ces questions de justice internationale a des conséquences directes? Mais bien sûr. Et là, quelqu'un qui a bien étudié ce phénomène, c'est Burga. Burga montre très bien qu'il y a une dimension liée à ce qu'on pourrait appeler la politique occidentale face à l'islam. Mais disons qu'il a tendance à surévaluer cette dimension, de mon point de vue, qui est indéniablement présente, et là je crois qu'il a totalement raison, mais qui n'est pas nécessairement la dimension fondamentale. Je vous donne un exemple. Les États-Unis ont une politique répressive vis-à-vis des musulmans, que ce soit en Palestine, on le voit très bien, leur soutien absolu au gouvernement de droite ou d'extrême droite israélien, ou bien par exemple par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient, il y a comparativement moins de djihadistes aux États-Unis qu'en Europe, même en tenant compte du nombre des musulmans, de leur proportion, etc. Et je pense que la politique internationale joue un rôle essentiel, mais que ce n'est pas le seul ingrédient. C'est un phénomène social complexe que j'appelle, encore une fois, en me référant à un grand sociologue français, Marcel Mauss, un fait social total. Il y a plusieurs dimensions. La dimension internationale, géopolitique, mais aussi anthropologique, sociologique, urbaine. Et c'est précisément l'articulation entre ces diverses facettes du problème comme fait social total qui peut nous apporter en dernière instance ce qu'on pourrait appeler la signification de ce phénomène djihadiste. Il n'y a pas une seule dimension, il y en a une pluralité de dimensions qui s'entremêlent. Et comme tout phénomène social complexe et total, il faut analyser ce type de phénomènes répressifs et régressifs dans toutes ces dimensions pour avoir une compréhension exhaustive de sa nature.
Très bien. Merci à vous pour votre disponibilité, puis au plaisir de vous revoir sur le plateau de Pastel. Avec grand plaisir.